Le collège classique, c'est une autre histoire en étant la continuité parfaite de la première. Je disais dans la première séquence que c'était 60 prêtres qui encadraient à peu près 600 élèves, 600 adolescents, il faut bien le dire, allant de 11 à 19 ans à peu près, sur les 9 ans que durait le grand cours classique, de l'élément français jusqu'à Philo 2. L'expérience pédagogique que j'y ai eue est paradoxale. Je disais à un de mes fils, il y a quelques années, qui est lui-même enseignant au cégep actuellement, que dans toute ma carrière d'étudiant au collège, sur ce grand nombre d'éducateurs, je me rappelais en vérité d'à peu près 3 ou 4 d'entre eux comme étant de vrais pédagogues. Quelques autres comme étant aussi des personnages ayant un certain relief et donc qui méritent de rester dans la mémoire. Sinon, c'est complètement effacé. Hein? C'est une espèce de magma où les personnalités ne s'affirmaient pas, rien ne ressortait. Et mon fils de répondre, parce que lui a passé par l'école internationale, au secondaire et tout ça, me dire, si j'y réfléchis, il n'y en a pas beaucoup plus que 3 dans mon histoire non plus, aujourd'hui. Ça met en perspective cette question de l'enseignement, de l'éducation, je dirais. Qu'est-ce que c'est qu'éduquer? Qu'est-ce que ça prend? Bon, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir un petit peu par la suite. Mais c'est pour dire que mon expérience du secondaire, je ne cracherai pas dessus. J'ai déjà craché dessus. Parce qu'en 1960, moi j'avais 20 ans. Hein, donc, c'était, disons, la Révolution tranquille. J'étais partie prenante. Et une façon d'être partie prenante, c'était de dénigrer, bien sûr, l'éducation qu'on avait eue au collège. Cette éducation un peu conformiste, très liée à l'Église, qui visait à former éventuellement, à reproduire le clergé. Hein? Quand j'ai fini au collège, sur les 40... Oui, exactement, sur les 42 ou 43 élèves qui finissions, il y en a 22 qui ont pris un ruban blanc, comme on dit. Il en reste très peu aujourd'hui. Il en reste quelques-uns, mais la plupart n'ont pas résisté à la sécularisation, d'une façon ou de l'autre. Alors, c'est une autre forme de violence qui va s'installer. Mais au secondaire, c'est pour dire qu'au secondaire, expérience mitigée encore. Quelques personnages admirables, paradoxalement, un esprit de liberté qu'on ne s'attend pas à trouver, avec des privilèges, comme j'évoquais, grâce un peu à mon statut de musicien, bien sûr. Bon, on me faisait confiance, et je n'étais pas le seul, d'autres comme ça. Et ce qui fait d'ailleurs que, tout juste à 17 ans, je me suis enrôlé dans la réserve navale, comme musicien. Alors, vous voyez les gens, parce qu'il fallait quand même gagner sa vie, hein. Comme musicien dans la réserve navale, c'est intéressant, les bassonistes, il n'y en avait pas beaucoup. Ce qui m'a permis de faire des séjours à Victoria, en Colombie-Britannique, également à Halifax, donc à voir du pays, autrement qu'en frottant des planchers, comme un matelot, comme un vulgaire matelot. Mais avec un statut quand même qui est rapidement devenu intéressant parce que j'ai été devenu sous-officier à 19 ans à peu près. Petty officer, comme on disait dans la marine, ou quartier-maître en français, je crois. L'équivalent d'un sergent dans l'armée. Donc, avec un certain degré de respect, dans ces milieux-là, les premières années sont toujours laborieuses, difficiles, parce que, bien sûr, le dernier rentré est celui qui fait les jobs de bras. Mais, et c'est vrai partout. Mais dès que on atteint un certain degré comme ça, on est respecté. Et puis bon, si on fait bien son travail, tout va très bien. Moi, j'en ai rêvé longtemps de cette espèce de paix que représentent les forces armées. Et j'ai même été tenté, à un certain moment, de prendre ce chemin-là.
Surtout que dans ma famille paternelle, il y avait une tradition militaire. Mon grand-père paternel était un militaire, ce qui est quand même aussi un peu rare au Québec. Mais c'est la fin du 19e siècle, hein? C'est pas la guerre des Boers. Oui, ce milieu, paradoxalement, avec ses violences propres, mais très régulées, parce que l'armée, la marine encore plus, vous savez, pour travailler, pour être sur un bateau, ça prend une discipline remarquable, parce que tout le monde est entassé les uns sur les autres. L'indiscipliné, là, il risque tout simplement de prendre le bord. Ça va jusque-là. Ni vu ni connu. Disparu en mer. Qu'est-ce qui peut arriver? Une vague. Une vague. J'en ai vu. Pas dans la marine militaire, c'est pas moyen d'avoir ce genre de comportement. Mais, comme il y avait aussi dans ma famille maternelle toute une tradition de marins, mes cousins en général ont été marins, plusieurs d'entre eux sont devenus capitaines de navires et des choses comme ça. Ce qui fait que, après un ou deux séjours dans la marine, ce qui ne devait pas enchanter mes parents, ma mère en passant, mon père était décédé, j'ai fini par rentrer comme matelot, cette fois-là, 2 ou 3 étés, sur ce qu'on appelle aujourd'hui les gardes-côtes. À l'époque, c'était simplement les navires qui faisaient le ravitaillement et l'entretien des balises de navigation sur le fleuve et jusque sur la côte du Labrador, etc., dans le détroit de Bering, ces coins-là. Ce qui fait qu'à 19 ans, alors que j'étais encore au collège, j'avais parcouru le Canada d'est en ouest, j'avais vécu à Vancouver, à Halifax, j'avais parcouru le Canada de nord au sud, des Grands Lacs jusqu'à la côte du Labrador et pratiquement la terre de Baffin, ce qui était quand même pas commun. T'sais. Et quand je revenais au collège, les dernières années, je trouvais donc mes collègues étaient naïfs. Eux qui se vantaient de leurs exploits tout à fait tâtonnants avec les filles, comme étant de grands exploits, je les écoutais, je disais, mais mon Dieu, ils sont quand même... d'où ils viennent. Bon, voilà, c'est une certaine distance. Je ne dis pas que j'ai pratiqué toutes ces choses, mais je les ai connues. Avec la violence de ces milieux encore, qui sont encore une fois des milieux assujettis, des milieux un peu paumés, de gens, que ce soit dans les forces militaires, on s'enrôle généralement parce que c'est pas par idéal, quoi qu'en disent les discours officiels, on s'enrôle parce qu'on a besoin d'un revenu quelque part, t'sais. Et on en accepte les contraintes. Bon, certains vont entrer dans le jeu, y trouver une voie d'épanouissement, ça arrive. Moi, j'ai connu, dans la marine notamment, des garçons complètement désorganisés quand ils s'enrôlaient, et qui, après avoir fait du matelotage, appris à faire des nœuds, à faire des choses comme ça, trouvaient une structure qui leur permettait d'avoir une certaine estime d'eux-mêmes et qui sont devenus des hommes intéressants. Alors, c'est pas rien quand même, là. Le matelotage est une voie d'épanouissement social aussi. Et d'épanouissement personnel. Et pour moi, ça a été une grande découverte quand j'ai vu ça. Et je l'ai vu, je l'ai côtoyé, bien sûr. Sur les bateaux et dans la marine. Même chose. Alors, drôle à dire, dans la marine, je n'étais pas sur les bateaux, mais j'ai travaillé sur les bateaux dans le civil. Expérience donc un peu biscornue, j'oserais dire, avec toutes sortes d'imprégnation personnelle. La crainte de ne pas être au niveau, je l'ai vécu, notamment dans la marine, parce que la règle, c'est la règle. Hein? J'étais habitué de faire mes règles moi-même. Là, il fallait suivre les règles des autres, ce qui est un peu chiant en passant. Mais finalement, les règles des autres ne sont pas pires quand on y réfléchit que celles qu'on peut se donner. Hein? Et j'ai découvert plus tard, en faisant de l'histoire de l'Église et en travaillant un peu l'histoire des bénédictins, que justement, c'est un des grands principes de la vie monastique, n'est-ce pas? De suivre une règle qui était une règle objective,
et qui, disait-on, favorisait le salut bien davantage que suivre sa règle personnelle qui risque toujours d'être aux prises avec ses propres pulsions qu'on ne peut pas contrôler. Hein? Alors que la règle du supérieur, la règle du maître, la règle du père abbé, ben, elle peut être mauvaise, mais finalement, à tout prendre, elle n'est pas pire que d'autres. Il y a de mauvais maîtres, bien sûr, mais être son propre maître est souvent le plus mauvais maître qu'on puisse trouver. Bon, petite leçon de vie. Découverte dans la marine, à 18-19 ans. Et ça donne encore une fois une position un peu paradoxale, marginale. Hein, parce que quand je revenais à Lévis en uniforme de matelot, on me regardait d'un drôle d'air. Au collège, je n'ai jamais osé faire ça. Pourtant, il y avait certains prêtres du collège qui étaient eux-mêmes aumôniers militaires, et que grâce à ça, j'ai pu rencontrer un autre niveau que celui de la hiérarchie collégiale, où ils devenaient des gens parlables. Et comme demeurant à Lévis, ça m'obligeait à voyager beaucoup sur le traversier, et le traversier, c'est un lieu de rencontre assez extraordinaire. Hors norme, bien sûr, et comme sur n'importe quel bateau, c'est une sorte d'utérus, hein, ou comme une voiture. Quand on fait un voyage en voiture avec quelqu'un, c'est là que les confidences viennent, hein, notamment avec les femmes. Si vous voulez des confidences, faites un voyage en voiture. Sans toucher, là, simplement en écoutant la parole, ou en laissant la parole se dérouler. Défiler du signifiant, dirait Lacan. Mais ça marche, hein? Et un navire, c'est un peu ça aussi, c'est un défilé du signifiant, où tout se passe. J'évoquais dans la première séquence ces jeunes qui pleuraient sur la fille qu'ils n'auraient pas dans leur village. Moi, j'ai vu, étant de garde, par exemple, sur les bateaux, matelot de garde avec un officier pendant une fin de semaine, par exemple, tout le monde était parti. Ben, l'officier en question me demandait au repas du midi, en disant « Iras-tu nous acheter de la bière? » Bon, je voulais t'acheter de la bière. Je revenais avec une caisse de bière. Ben, après 3 ou 4 bières, l'officier, il pleurait. Alors, ce dur de dur, qui était reconnu comme étant un dur, d'ailleurs, pleurait littéralement devant moi, là. T'sais. Et comme il avait quelque chose à noyer dans sa bière, ce qui n'était pas mon cas, moi, oui, j'en ai pris de la bière, puis j'ai connu la marine, là, je sais ce que c'est que des parties de sous-officiers, n'est-ce pas, où on écluse gin, bière, pendant toute une soirée, en restant debout jusqu'à la fin, alors que la plupart des autres étaient ivres-morts. J'ai connu ça aussi. Mais ce qui m'a appris très vite que les autres qui étaient ivres-morts avaient des problèmes à régler. Et très souvent, les sous-officiers que je côtoyais étaient des gens qui avaient fait la guerre, qui revenaient, qui avaient un traumatisme. Dans les années 50, là, hein? Qui avait un traumatisme de guerre, et c'était l'occasion d'en parler, c'était l'occasion, avec d'autres, de dire des choses qui ne pouvaient pas être dites ailleurs, qui n'auraient pas dit ni à leurs femmes, ni à leur famille, ni à leurs enfants, et après quelques verres, en confiance, sachant que quoi qu'il arrive, quelqu'un va vous ramener à votre chambre, à votre lit. Oui, c'est une solidarité. Et j'ose dire que j'ai été parfois, je me souviens d'occasions très précises, notamment d'un cours que j'étais allé suivre au camp Borden un été avec d'autres sous-officiers qui venaient de partout au Canada, où le vendredi soir, on était 2 à finir la soirée debout. Et il fallait ramener les autres à leur chambre. Bon. On était 2, et l'autre, ce qui était également plus jeune, je me souviens de son nom, c'était un jeune homme qui venait de Kingston, HMCS Queens, c'était aussi un réserviste. On est resté amis très longtemps après ça. On s'est perdu de vue, bien sûr, parce que nos trajectoires totalement différentes, mais on est resté amis pendant un bon bout de temps, simplement parce que cette expérience d'être les marginaux qui, finalement, est encore debout à la fin du party. Et ferme le bar.
Ça m'a aussi permis de fermer le bar plusieurs fois à l'université, dans les parties de bureau, en restant debout. Mais dans tout ça, oui, il y a un rapport au monde. Là. Il y a un rapport notamment à cette marginalité, il y a un rapport à l'alcool. Je disais tantôt comment mon milieu d'enfance, c'était quand même, non pas dans ma famille, mais dans les voisins, dans tout le voisinage, un milieu particulièrement imbibé. Avec toutes les violences que ça suppose, le voisin d'en face, quand il buvait, qui était un marchand, devenu prospère, dont les petits-enfants sont aujourd'hui prospères. Je ne nommerai pas de nom parce que c'est une firme bien connue de la région de Québec. Ses petits-enfants, lui, quand il allait aux courses, il buvait, il revenait, puis là, il vidait à la maison. Il vidait à la maison. Les meubles sur le trottoir, les femmes, les enfants, tout le monde sur le trottoir. Et alors le policier, parce que le poste de police c'était à peu près en haut de 400 mètres, là, dans l'axe du Patro. Le policier, que tout le monde connaissait, c'était fils de famille, troisième voisin, venait s'installer au coin du trottoir et regardait ça pendant 2-3 heures de temps. Simplement. Tout le monde sortait dehors, regardait le spectacle du bonhomme qui vidait la maison en criant, de la femme qui pleurait, puis les pauvres enfants qui essayaient de se réfugier comme ils pouvaient. J'ai vu ça plusieurs fois. Hein? Bon, revenons au secondaire. Cette expérience collégiale, donc un peu mitigée, permettant une trajectoire de promotion sociale, mais à laquelle j'ai été toujours marginal, j'ose le dire. J'étais un mauvais élève. Selon les normes académiques respectables, j'étais un mauvais élève. Pas tout à fait dernier de classe, mais jamais bien loin. Qui n'a jamais redoublé, cependant, qui a toujours réussi à passer la ligne, mais un peu laborieusement, j'oserais dire. On me disait que je travaillais pas beaucoup, mais je faisais toutes sortes de choses. Et les dernières années, je passais mon temps au conservatoire ou dans la marine. Alors, c'était 3 ou 4 soirs par semaine, parfois. Donc, les devoirs, je les faisais en revenant à la maison à 11h, minuit le soir. Hein? C'est vous dire que la concentration n'était pas toujours là. Ça m'a appris à travailler un peu rapidement aussi, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Bon, bref, ne nous attardons pas là-dessus. Ce qui m'a quand même amené à l'université. Pourquoi en sciences politiques? Ben alors là, il y a tout un effet encore de l'amour et du hasard. Donc un peu complexe. J'avais d'abord choisi d'aller en psycho, puis ils m'ont pas pris. Ils m'ont pas pris à Montréal parce qu'ils m'ont dit, écoutez, d'après Rorschach, le test que j'avais fait, j'étais bien obligé d'y croire à Rorschach. Aujourd'hui, je mettrais des bémols sur la croyance, mais Rorschach dit que vous allez trop développer d'empathie et vous ne serez pas un bon thérapeute. Dans ces conditions-là, on ne vous conseille pas de venir en psychologie. Bon, puisque vous le dites. Hein? Et dans le fond, c'était plus simple pour moi de rester à Québec, ça me coûtait moins cher, etc. Et j'avais mes entrées, j'avais mes sources de revenus, ce que je n'aurais pas eu à Montréal. Il n'y avait pas de psycho à Québec à l'époque. Ou encore moins si j'étais allé, comme j'ai pensé, aux États-Unis, près de New York, là, j'oublie le nom de la ville. Mais quoi qu'il en soit, j'ai abouti en sciences sociales, où il y avait une année de propédeutique, à l'époque, une première année où tout le monde était ensemble, et pour la deuxième année, il fallait choisir un département. Et pourquoi j'ai choisi Sciences Po? Parce que on était moins nombreux en Sciences Po qu'en sociologie ou en anthropologie. Je pense que je dirais ça comme ça. Il y avait quand même quelques figures intellectuelles qui m'intéressaient, donc Gérard Bergeron, par exemple, qui était sur qui j'ai fait mon mémoire de maîtrise, sur l'approche systémique du politique, personnage qui, par son envergure intellectuelle, par son acuité, par sa capacité d'être à l'écoute des phénomènes, je trouvais fascinant et intéressant. Bon, voilà, ça m'a mené en sciences politiques, avec l'idée de me spécialiser plutôt en développement international ou des choses comme ça. Après ça, mais en même temps, bien sûr, je ne pouvais pas me contenter d'une seule chose. J'avais passé tout mon collégial. Pardon, on va le fermer.
J'avais passé tout mon collégial à faire plusieurs choses, donc je ne pouvais pas m'arrêter, avoir beaucoup d'à côté. Alors là, j'ai fait en même temps que ce bac en sciences politiques, j'ai fait ce qu'on appelait pas une maîtrise, mais une licence en histoire. La licence en histoire, c'est une licence qui donnait accès à l'enseignement de l'histoire à l'époque, mais il était composé de 4 certificats. Histoire ancienne et médiévale, histoire contemporaine et histoire du Canada. Et le 4e certificat, dans mon cas, on m'a crédité mes études en sciences politiques. Alors, vous voyez, le genre d'arrangement, toujours un peu à la marge. Mais ça m'a permis de prendre contact avec des historiens remarquables, notamment Marcel Trudel, qui m'ont enseigné pendant l'histoire du Canada, notamment, ou d'autres personnes, je pense à André Labarère-Paulé, ça ne vous dit probablement rien, parce que c'est un Français qui est devenu maire de Pau, après socialiste et tout, qui a passé plusieurs années à Québec à enseigner dans les collèges un peu partout, à donner énormément de cours, mais qui était un excellent pédagogue, et avec qui j'ai fait de l'histoire de l'Asie, par exemple, une histoire un peu plus ésotérique, disons, que celle qu'on faisait habituellement, l'histoire moderne, également de l'histoire moderne. La Chine, l'Asie du Sud-Est, des choses comme ça. Donc, une espèce d'ouverture sur le monde par l'histoire, mais aussi un apprentissage méthodologique. Marcel Trudel nous enseignait, entre autres, à cultiver la mémoire sous forme de petites fiches. Hein? Ce que je fais toujours, j'en ai quelques dizaines de milliers dans mon ordinateur maintenant. Et depuis cette époque, j'ai pris l'habitude, selon la consigne, de noter sur des petites fiches toute information nouvelle sur un sujet sur lequel je travaillais, ou toute idée qui pouvait permettre, ensuite, en étant classé, de rédiger un papier, de rédiger une dissertation, par exemple, sans trop de troubles, parce que le matériel était là. C'est une technique d'historien, bien sûr, mais une technique éprouvée. Bien des collègues se sont demandé par dessus comment j'arrivais à écrire sur toutes sortes de sujets. Bien, je pioche dans mon ordinateur, puis je peux sortir toute une série d'informations rapidement. Donc, certaines sont âgées, certaines prennent de l'âge, mais ça se contextualise finalement. Et il y a moyen il s'agit de tracer ensuite une problématique là-dedans, ou de partir d'une problématique qu'on a déjà, d'organiser le matériel en fonction de ça. Et il y a une logique qui s'installe. C'est pas plus sorcier que ça, au fond. C'est une technique élémentaire de vie intellectuelle. Malheureusement, peu d'étudiants ça en donne la peine. Ça demande, bien sûr, une certaine assaise, parce que recopier des petites fiches, c'est pas toujours jojo, mais je le fais encore régulièrement. À qui ça servira, j'en sais rien, mais ça me sert à moi, ça structure ma mémoire. Alors, souvent comme ça, des choses qui traînent, mais c'est des notes à prendre. Sur toutes sortes de questions. Bon, donc l'histoire, pour moi, a été aussi une initiation intéressante. Et quand plus tard, la faculté de théologie et sciences religieuses, on m'a intégré comme professeur en 1980, excusez-moi, à peu près en 1980, j'ai oublié la date exacte. On m'a intégré sous un double poste qui était d'enseigner l'histoire de l'Église, d'une part, et la sociologie de la religion, d'autre part. Bon, il faudra revenir sur l'intermède entre tout ça, mais parce que j'avais cette licence en histoire, ça ne m'effrayait pas de prendre d'emblée, parce que le contexte, c'était que le prof d'histoire de l'Église avait subi un accident d'automobile, il ne pouvait plus donner son cours. Il est décédé d'ailleurs quelques années plus tard, Hervé Gagné. Il fallait prendre le cours à la levée, en quelque sorte. Et comme il faisait, lui, du christianisme primitif jusqu'au monde contemporain, hein, on a divisé en deux, premier millénaire, deuxième millénaire. Et on m'a dit, serais-tu prêt à prendre le deuxième millénaire? Ben oui, moi, tout ce qui est trait à la modernité et tout ça, en tant que sociologue, j'ai travaillé ça un peu. Moyen-Âge, c'est un peu loin, mais comme j'avais 3-4 mois, je peux quand même refaire mes lectures et voir ce qu'il y en est. Alors, j'ai construit un cours sur le deuxième millénaire, avec une périodicité qui n'est pas habituelle, parce qu'en généralement, les historiens
La périodisation en histoire, c'est l'Antiquité, ensuite le Moyen Âge jusqu'à la Renaissance, ou les réformes pour ce qui est de l'histoire religieuse, et ensuite le monde moderne. Alors moi, je partais du 11e siècle, réforme grégorienne, pour filer jusqu'au monde contemporain, avec en plein centre les réformes protestantes et catholiques. Ce qui donne un autre relief complètement. C'est important, la périodisation. Ça donne tout un autre relief parce que les réformes protestantes ne sont pas une coupure, ce sont un prolongement d'un tas de mouvements sociaux qui naissent à partir du 11e siècle. La domination de la bourgeoisie à la Renaissance, oui, la domination de la bourgeoisie qui se structure à la Renaissance, ce n'est pas une coupure. La bourgeoisie, elle est née au Xe siècle, à travers ces artisans qui obtenaient du système féodal des franchises parce qu'ils possédaient des savoir-faire, qui pouvaient transiger des savoir-faire avec les seigneurs. C'est-à-dire les artisans du cuir, les artisans du fer, les artisans utiles aux chevaliers. Bon, mais c'était aussi les boulangers, des choses comme ça, qui ont obtenu des franchises, et ça a donné toute première bourgeoisie, qui a évolué pendant les 5 siècles du Moyen-Âge finissant, et qui, à la Renaissance, s'est avérée la force sociale capable de renverser petit à petit l'aristocratie. Et ce qui a abouti aux révolutions en France, ce qui a abouti au système parlementaire en Angleterre, etc. Il y a une histoire sur le long terme là, qui est passionnante. Alors, par les hasards, tout à fait des hasards, j'ai été amené, sans être historien, parce que je n'ai jamais fait un travail de chercheur en histoire, je suis un lecteur de l'histoire, je le suis encore, d'ailleurs un passionné de l'histoire, mais cette histoire sur les trends à long terme qui nous permettent de comprendre quelque chose du monde contemporain.